Bonjour. Alors on m'a dit aujourd'hui qu'il y avait pas mal d'enseignants dans la salle, mais surtout beaucoup d'étudiants. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Alors du coup, je vais m'adresser un peu à tout le monde. Est-ce que ce genre de figure-là vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle le bon souvenir déjà? J'entends des non. Donc pas de bons souvenirs, même des cauchemars. Oui, c'est vrai que même pour certains adultes, ça laisse des séquelles. Être adulte, ça peut laisser pas mal de mauvais souvenirs. À l'époque, pour moi et mes camarades, lorsque nous révisions, nous étions sur les bancs de l'université, c'était la même chose. Nous avions pas mal de problèmes avec ce genre de matières qui ont énormément de détails, beaucoup de contenu. Et nous avions comme gros problème, c'était finalement d'avoir de la hauteur, d'avoir du recul sur ces choses-là. Parce que quand on regarde de plus près, notamment ici avec l'exemple de la biochimie, ça peut faire mal. Ça peut être très spécifique, ça peut être vraiment dur à appréhender. Heureusement, avec de l'acharnement pour certains et de la persévérance pour d'autres, on a pu passer ces obstacles et finalement réussir par la suite. Notamment, moi je suis devenu enseignant à l'université et paradoxalement, j'ai été amené à moi-même devoir enseigner ces matières-là à mes propres étudiants, avec tout son lot de difficultés. Et avant d'intégrer l'université, j'ai fait quelques années en collège et en lycée, et je me suis intéressé aux sciences cognitives, et notamment sur l'apprentissage. Et que disent les sciences cognitives sur l'apprentissage? C'est que finalement, pour bien apprendre de manière efficace, il y a plusieurs grands principes à respecter, notamment le principe de l'attention. Les étudiants doivent être pleinement attentifs. Les étudiants doivent être également pleinement engagés dans ce qu'ils font. Également, ils doivent pouvoir avoir ce que l'on appelle un retour immédiat d'information, c'est-à-dire qu'ils sont en train de comprendre quelque chose, ils sont en train de l'apprendre, et il faut qu'ils puissent avoir, on va dire, un retour immédiat sur est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien appris, est-ce que ce que je connais, ce que je maîtrise maintenant est en totale adéquation avec le cours ou le livre dans lequel je travaille. Enfin, un dernier principe important, c'est ce que l'on appelle la consolidation. Et ça, notamment, la répétition permet de consolider ses connaissances. Alors avec le temps, ces principes-là ont été pour moi mon espèce de cahier des charges pour la réalisation des cours que je fais en présentiel avec mes étudiants. Puis les années passant, je me suis retrouvé donc avec une grande diversité d'étudiants et un problème récurrent qui est revenu de manière, on va dire presque chaque année, c'est que devant l'hétérogénéité des niveaux, l'ensemble des étudiants n'avaient pas les mêmes fondements, n'avaient pas ce qu'on appelle les prérequis nécessaires pour bien suivre les cours que je faisais, notamment. Et donc, je perdais beaucoup de temps à enseigner ces fondamentaux qui, normalement, auraient dû être acquis précédemment. Et donc, en perdant ce temps-là, je perds également du temps moi-même pour mes propres cours. Pour tenter de résoudre ça, je regardais un petit peu sur Internet ce qui existait. Et je me suis aperçu que beaucoup d'enseignants de collège et de lycée réalisent des vidéos sur Internet, des vidéos de cours qui récapitulent des points complets, des fois même. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas réaliser des vidéos, de courtes vidéos qui me permettraient de ne plus perdre mon temps, entre guillemets, et en même temps qui permettraient d'aider les étudiants à avoir, on va dire, l'ensemble des fondamentaux nécessaires pour suivre. Et donc me voici à créer ma première vidéo armé de mon ordinateur, d'une présentation de type PowerPoint, donc en voix off, je ne suis pas filmé moi-même, j'enregistre juste ma voix, et armé d'une tablette tactile pour justement annoter des petits schémas, annoter certaines choses. Et là, je tourne ma première vidéo, et avant de la poster à l'ensemble de mes étudiants, généralement on aime bien avoir un petit retour préalable, avant peut-être de se faire huer, je ne sais pas, je décide de l'envoyer à mes proches. Alors là, je décide de l'envoyer notamment à ma famille et à mon père qui, dès qu'il la reçoit par mail, me rappelle instantanément par téléphone et me dit « Bon, écoute, on voit bien, on entend bien, les schémas sont clairs, c'est super, continue. » Bon, je tiens à préciser que mon père ne connaît absolument rien à la biochimie ni à la biologie, donc je me dis sur le fond, c'est que ça doit être bien. Sur la forme. Et sur le fond, par contre, je me suis dit, il faudrait peut-être que je demande à ma sœur, qui est une jeune enseignante en sciences et vie de la Terre, et je lui envoie également la vidéo, et au contraire de mon père, elle ne me rappelle pas. Donc, j'attends 24 heures. Au bout de 24 heures, c'est moi qui l'appelle pour lui demander, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et là, elle me répond,
la célèbre petite phrase qui généralement vous fait très mal. Elle me dit « Tu veux que je sois honnête avec toi ?» Là, je lui réponds « oui ». Et là, elle me dit « écoute, tes vidéos, ta vidéo qui fait plus de 10-15 minutes, elle est extrêmement lente, elle est extrêmement monotone. Tu te répètes, c'est pas du tout dynamique, c'est quelque chose, pour dire, je me suis plutôt ennuyé, voire même j'ai décroché, donc je l'ai carrément arrêté. » Ça fait mal. Et là, elle me rajoute la phrase suivante, elle me dit « Mais regarde, il y a un réseau social important avec des vidéos qui s'appelle YouTube. Regarde, il y a plein de vidéastes qui font des vidéos, des sketchs, c'est comique, c'est dynamique, c'est vivant. Inspire-toi de tout ça pour justement les faire rêver, tes étudiants, avec tes molécules et ta bioche, là. » Bon, là, je lui dis « Ok », là, du coup, elle me raccroche. Bon. Enfin, elle me raccroche, ouais, c'est le téléphone portable. Et à partir de là, je me suis dit « Bon », je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'il est possible, finalement, de concevoir en vidéo des cours qui permettent, et là je vais reprendre mes 4 grands principes que vous avez ici sur la gauche, c'est-à-dire des vidéos qui vont permettre aux étudiants d'être pleinement attentifs, d'être pleinement engagés, d'avoir une consolidation des connaissances et surtout d'avoir ce qu'on appelle un retour d'information immédiat. Et là pour cela, ça a été, on va dire, mon challenge, et je vais vous exposer brièvement un petit peu comment est-ce que j'ai tenté d'intégrer ces principes dans les vidéos, à partir de ma vidéo de base que j'avais faite, qui n'était pas trop ça a priori. Donc par rapport à l'attention d'abord, ce qui est important, c'est que nous sommes des organismes sociaux, nous sommes les êtres humains, nous sommes doués d'émotions, et nous avons besoin, lorsque l'on communique, de voir la personne. Nous avons besoin de voir le visage, de voir les yeux, de voir les mimiques, de voir les gestes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle finalement de la communication non verbale, et c'est très important quand on délivre un message. Donc, dans les vidéos, c'est très important finalement d'avoir quand même une personne. Deuxième point, et ça, c'est vrai que la télévision, les émissions de télévision l'ont très bien compris. Vous savez, ces espèces de variations de plans, on est proche, on est éloigné, puis ensuite on voit un plan à droite, à gauche. Donc notre cerveau est en permanence en train de recalculer l'image, et nous on se retrouve comme ça, happé devant la télé, à pas savoir à 2h du matin, ouais, je regarde, je sais pas pourquoi, mais je regarde. Et tout ça, en fait, sont des principes, on va dire, neurophysiologiques liés au montage très rapide, qui vont faire qu'on ne sait pas pourquoi, mais on regarde. Donc pourquoi pas utiliser aussi ce genre de technique de temps en temps pour, on va dire, essayer de captiver un minimum l'étudiant avec des choses qui, à la base, ne le font pas rêver. Enfin, les neurosciences et les sciences cognitives ont montré qu'il existait différents types de profils, notamment des profils d'étudiants qui sont beaucoup plus auditifs, qui aiment entendre, des étudiants qui sont plus visuels, qui eux, par contre, aiment voir du texte, avoir des mots, avoir des phrases, et d'autres également aussi dans le visuel, mais qui préfèrent voir des schémas. Donc des schémas, quand on est sur papier, c'est pas animé, alors que la vidéo va permettre, pourquoi pas, d'avoir des espèces d'animation. Et avec un montage particulier, on peut à la fois faire, oui, de l'animation, mais en même temps faire apparaître petit à petit les différentes étapes d'un cheminement. Et en même temps, toujours avec un montage, on rajoute la personne qui est en train d'expliquer en plus. Et ça permet d'avoir le couplage total. Enfin, il existe aussi une catégorie d'étudiants que j'appelle les frustrés, dont j'ai fait partie. Ce sont en fait des étudiants qui, peut-être c'est votre cas, mais moi ça l'a été dans certains cours, quand on aime bien suivre un cheminement d'un enseignant, on se dit, tiens, étape 1, étape 2, d'accord, je comprends bien. Mais pendant qu'on est en train de comprendre, on n'est pas en train d'écrire. Vous connaissez ça? Et à côté, il y a l'étudiant qui est là en train d'écrire. Oui, c'est bon, je comprends pas tout, mais j'écris tout, comme ça chez moi je pourrais reprendre. Et là, vous vous retrouvez un petit peu entre les deux en train de vous dire « mince, qu'est-ce que je fais ?» Là, c'est vrai que la vidéo peut aider dans ce cas-là. Et pour peu que vous rajoutiez sous la vidéo un petit lien, avec un PDF, avec l'ensemble du texte qui est donné et l'ensemble des schémas, terminé, on n'a plus de tous ces étudiants frustrés. Donc, pour l'attention, quelques clés ici qui peuvent permettre de renforcer des vidéos à être plus attentifs. Par rapport à l'engagement, ce qui est important, c'est pour l'étudiant, c'est de connaître... Pardon, c'est allé un petit peu vite. C'est de connaître ce qu'on appelle son pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est en train de regarder cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il est en train de regarder, je ne sais pas moi, telle ou telle vidéo? Il faut qu'il puisse comprendre et qu'il y ait du sens. Et pour ça, c'est vrai que quand on est dans un cours traditionnel, on peut avoir, quand on a beaucoup de petits détails, de micro-détails, on peut avoir des fois plusieurs minutes, dizaines de minutes, voire d'heures avec l'enseignant qui va parler de réactions biochimiques ou quelle que soit la matière, de plein de petites choses très pointilleuses. Et on en oublie finalement, mais pourquoi il y a ça? C'était quoi l'objectif général? On est dans quelle situation globale?
Et donc, la vidéo peut permettre à tout moment, de temps en temps, au bout de 2-3 minutes, de revenir avec un plan large et de dire au fait, là, je suis en train d'expliquer ça sur la biochimie, mais c'est parce que physiologiquement, la personne vient de manger ou la personne est en train d'effectuer un jeûne. Et donc, on explique de point de vue global, général, quelque chose ensuite, et on va rezoomer ensuite sur de la mécanique, des petits détails. Et donc, ça permet à chaque fois d'avoir du sens. Ah ben oui, je sais pourquoi j'apprends ça. Donc, ça permet de comprendre la vidéo dans son ensemble. Pour la consolidation, vous avez compris que la vidéo, on peut mettre stop, on peut revenir en arrière, on peut avancer, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est un avantage indéniable pour les étudiants pour qu'ils puissent réviser avec la répétition notamment. Revoir et revoir s'ils ont besoin d'avoir certains petits passages qu'ils n'ont pas compris, par exemple. Enfin, le retour d'information immédiat. Et pour ça, ce n'est pas la vidéo à proprement dit, par contre, c'est un support que je rajoute à la vidéo et je vais vous en parler maintenant un peu plus en détail. Pour ça, imaginez un jeu de cartes. Pas compliqué. Et imaginez maintenant que sur chaque carte, vous puissiez inscrire une question au recto, une réponse au verso. Okay ? Donc à partir d'un jeu de cartes complet, on peut avoir l'ensemble, la totalité des questions d'un cours donné, d'une vidéo donnée, avec peut-être 40, 50, 60 questions. Donc la totalité. Maintenant, imaginez que ces cartes, vous puissiez les numériser, que ces cartes soient entièrement numérisées, donc accessibles sur n'importe quel support. Des supports, par exemple, téléphone portable, tablette, ordinateur. Imaginez maintenant que ces cartes puissent avoir du texte, des choses écrites, mais également des fichiers audio. C'est-à-dire que la question, au lieu de la lire, vous puissiez brancher un casque, écouter et avoir du coup la question en audio avec la réponse en audio. Également que sur cette carte, on puisse avoir également des schémas, des imprimés écrans, des choses à annoter avec des questions associées. Ok ? Enfin, dernière petite chose liée à ces cartes, imaginez maintenant qu'on couple ces cartes à un logiciel qui va vous permettre de les apprendre et de les répéter par rapport à un ordre précis lié à une priorité. C'est-à-dire que les cartes que vous maîtrisez pleinement, le logiciel les connaît, ne vous les fera moins répéter, que les cartes que vous maîtrisez moins bien, à ce moment-là, boum, il va vous les remettre. Vous imaginez ça ? Bon, ce logiciel, il existe. Il s'appelle Anki, c'est un logiciel libre de droit, gratuit, qui est surtout utilisé en langue, qui n'est pas connu ou très peu en sciences, et qui est un logiciel qui est en fait couplé à un algorithme basé sur la courbe de l'oubli. Cette courbe de l'oubli, donc d'Hermann-Ebbinghaus, c'est la courbe que vous voyez en rouge ici sur votre écran. C'est-à-dire qu'avec le temps, si l'on n'a pas de répétition, eh bien, on oublie finalement au fur et à mesure nos connaissances qui sont les moins consultées. Il suffirait finalement d'avoir de temps en temps, de manière avec une certaine fréquence, la possibilité de réviser une deuxième, une troisième, une quatrième révision pour finalement diminuer cette courbe de l'oubli et augmenter au contraire la courbe verte, c'est-à-dire la courbe des connaissances permanentes. Vous imaginez si vous disposiez de ces outils-là, le temps de gagner, le stress en moins, parce que vous allez réviser les choses efficacement. Donc finalement, demain, l'éducation. Est-ce que, par rapport à ce que je viens de vous dire, des vidéos couplées à un logiciel, ça va remplacer les cours traditionnels de type en amphithéâtre, par exemple, un prof qui arrive et qui expose son cours? Est-ce que, autrement dit, ça va remplacer finalement l'ensemble des enseignants? Parce que finalement, si on n'a que des vidéos, ça pourrait remplacer ça. J'ai envie de vous dire déjà, il faut les créer, les contenus vidéo. Il faut les créer, ces vidéos, il faut créer, etc. Tout ce qu'il y a autour. Bon, déjà, ça, c'est une première chose. Mais surtout, chose importante, c'est que ça peut permettre de dégager du temps aux enseignants pour ne pas avoir à répéter ce type d'enseignement plusieurs fois et permettre d'en gagner pour réellement l'utiliser avec des étudiants qui sont réellement dans le besoin. Et c'est une chose notamment qui a été faite à Montpellier, où des enseignants m'ont appelé pour dire « Mais finalement, tu as réalisé des vidéos qui, à la base, que je dois faire normalement en cours. Est-ce que je peux les utiliser? Et à la place, utiliser ce temps de cours pour faire plus d'exercices, avoir plus d'applications concrètes, finalement d'être totalement immergé avec des étudiants qui en ont réellement besoin. Donc du présentiel, mais efficace, pas du présentiel, juste je transmets comme ça. » Donc, cet outil-là, ou ces outils-là, finalement, remplacer, non, mais par contre, oui, supplémentaire, oui, complémentaire, oui. Ça peut être une belle avancée. Enfin, est-ce que finalement, ce genre d'outil peut être utile ailleurs? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas? Si on parle d'entreprises, les entreprises ont obligatoirement en tout cas, régulièrement, forment leurs employés, ont des journées de formation. Et lorsqu'ils forment, ce sont des journées banalisées, avec des intervenants qui viennent, etc. Et
des fois, ce sont des sujets qui peuvent être plus ou moins intéressants. Donc imaginez maintenant si une partie de ces informations sont finalement filmées, avec notamment pas mal d'informations délivrées de cette manière-là. Ça permettrait, par exemple aux employés, aux salariés, de pouvoir consulter n'importe où, n'importe quand, tout cela quand ils le veulent et en fonction des sujets qui les intéressent. Donc ils peuvent comme ça continuer aussi à se former. L'entreprise peut permettre une formation pour leurs employés. Et je pense également au secteur commercial en général. Imaginez, dans certains secteurs, les agents commerciaux ont des quantités de produits à connaître, avec tout un tas de descriptions, enfin un descriptif important. Et ça, pour ensuite pouvoir discuter avec des personnes, ça peut être très compliqué pour eux. C'est une source de stress permanente lorsqu'ils doivent réviser tout cela, être au point sur l'ensemble des produits. Imaginez quelques vidéos comme ça qui reprennent les grands produits avec des questions spécifiques, de rappels qui vont leur permettre de, voilà, avec cet algorithme basé sur « Ah, ça, tu le maîtrises moins bien, donc on va le réviser, ça, tu le maîtrises mieux, donc hop, elles n'apparaissent pas, ces cartes-là. » Ça peut vraiment leur faire gagner énormément de temps et surtout leur permettre d'avoir beaucoup moins de stress. Je vous remercie.